Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au retour de la hache dans les mains du joueur. Et pour calculer sa trajectoire de retour, nous allons utiliser ce qu'on appelle une courbe de Bézier quadratique. Salut à tous et bienvenue sur Game Dev Teacher. Je m'appelle Evans et je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux d'entre vous qui découvrent ma chaîne, cette vidéo fait partie de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous reproduisons le lancer de hache du dernier God of War. Ainsi, afin de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo, je vous invite à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons codé la logique qui permet d'accrocher la hache sur le mur, sur une surface. Donc là, nous allons nous attarder au retour de la hache dans les mains du joueur. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons utiliser une timeline que nous avons déjà utilisée dans plusieurs de mes vidéos, qui va nous permettre de stocker la position de départ de la hache et la position de la main du joueur, même si ce dernier bouge. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'aide de la timeline, nous allons faire en sorte que la hache revienne tranquillement vers la main du joueur, même si ce dernier est en train de bouger. Donc, dans le player, ici, vous avez les différents états du player en fonction de la hache. Donc, on avait le idle, le throwing, le charging et tout. Et la partie qui va faire appel au retour de la hache, c'est lorsque le joueur va cliquer sur le bouton alors que la hache a été lancée, thrown. Donc, lorsqu'elle est lancée, nous allons changer l'état à calling back. On fait le petit print string habituel pour afficher tout ça. Et là, on avait une partie un peu placeholder qui permettait de simuler en gros le retour de la hache et qui remettait tout ça à l'état idle une fois que la hache est attrapée. Donc pourquoi 1,5 ? Tout simplement parce que j'ai regardé quelques vidéos sur God of War qui expliquaient un peu comment ils ont codé cette mécanique-là, et ils disent que la hache prend environ 1 seconde 5 pour revenir dans la main du joueur. Dans mon cas, je vais faire en sorte qu'elle prenne 1 seconde environ maximum. Donc voilà, je supprime cette partie placeholder, et ici, nous allons faire appel à une fonction que nous allons coder dans la hache. Donc je mets le axe ici, et cette fonction-là, on va l'appeler par exemple, fait appel à la hache. Donc maintenant, nous allons coder cette petite fonction dans le BP axe, ici, et là, je vais faire un custom event, donc c'est plutôt un événement plutôt qu'une fonction. Pourquoi j'utilise un événement? Donc c'est tout simplement parce que nous allons faire appel à une timeline, et les timelines, par design, ne peuvent pas être créées dans une fonction. Donc là, je vais faire appel au callback, je vais faire appel à cet événement-là, je vais l'appeler callback. Donc, lorsque on demande à la hache de revenir vers elle, nous allons lui envoyer un paramètre. Et ce paramètre, ça va être le BP player. Donc, je vais appeler ça player. Pourquoi est-ce qu'on balance le player dans la hache lorsqu'on fait appel à cette dernière? C'est tout simplement parce que la hache, peut-être qu'elle va appartenir à un autre personnage, comme un ennemi ou quelque chose comme ça. Et donc ici, on passe le player. J'ai pris le raccourci de choisir BP player, mais on aurait très bien pu mettre un pawn par défaut et faire un cast en fonction du type de personnage qui fait appel à la hache. Donc peut-être que vous voulez faire en sorte que dans la suite du prototype, un boss peut faire appel à la hache pour qu'elle revienne dans ses mains. Donc là, maintenant que le callback est fait, je vais faire appel à un branch, et la hache ne va revenir dans les mains du joueur que lorsqu'elle a été lancée. Donc on a le booléen is thrown que nous avons créé plus tôt. Donc je balance ça ici. Et si la hache a bien été lancée, on remet son état à false pour dire que cette fois-ci, elle n'est plus lancée, mais elle est en train de revenir vers le joueur. Et nous allons faire appel à un preset de collision que nous avons créé dans l'épisode précédent. Donc set collision profile name. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le regarder, puisque ici, dans les project settings, donc collision, nous avons créé 2 presets de collision, axe thrown et axe called. Pour résumer, en gros, le axe thrown va activer le hit sur la hache pour qu'elle puisse être plantée dans les surfaces, et le axe called va la mettre en mode overlap pour qu'elle puisse transpercer tous les ennemis dans sa phase de retour. Donc, dans le BP axe, je vais faire appel au profil axe called. Est-ce que c'est bien comme ça que je l'ai écrit? Axe called, oui, c'est ça. Donc je compile, et donc là, à partir de ce moment-là, la hache ne va faire qu'overlapper tous les objets. Donc, ensuite, je vais faire appel à un nœud deactivate pour le projectile movement. Pourquoi?
pour pouvoir désactiver les mouvements de projectiles. Donc vous me diriez, bon, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne sert à rien, vu que de toute façon, au moment où elle touche un mur, la hache a déjà désactivé son mouvement de projectile. Et ben en fait, cette partie-là, elle permet juste de faire en sorte que, admettons que je lance la hache comme ça, elle va continuer de partir, même si elle ne touche pas de mur. Et si je clique sur ma souris, j'aimerais bien que la hache revienne. Donc à ce moment-là, dans ce cas précis, la hache est toujours un projectile. Donc on va utiliser le deactivate qui va permettre de désactiver au cas où le projectile n'a pas déjà été désactivé. Donc j'ai pas besoin de faire de branch pour vérifier est-ce que ça a été activé ou pas, parce que de base, cette partie-là qui vérifie si c'est déjà activé est codée dans la fonction deactivate de base. Donc, je désactive le mouvement de projectile. On va même faire un petit test assez rapidement. Ici, hop, dans le BP Player, je vais faire appel à ma fonction. Donc, n'oubliez pas que ça, le axe, c'est un child actor component, et moi, je veux l'acteur. Donc, get child actor. Et je vais faire appel à la fonction callback. Est-ce que j'ai compilé ça? Oui. Donc là, il faut que je fasse un cast bp axe. Je transfère ça, je convertis ça en pure cast pour économiser le nombre de nœuds. Et je vais faire appel à ma fonction callback. Donc le player ici, je vais faire appel à un self pour envoyer une référence de mon BP player dans cette fonction-là. Et donc là, si je compile et que je lance l'exécution, je jette la axe, je clique une nouvelle fois et elle s'arrête en course. Ok ? Donc là, on a fait cette partie-là. Donc maintenant qu'on a arrêté la hache en pleine course, nous allons faire en sorte qu'elle pivote dans l'autre sens pour revenir dans les mains du joueur. Donc ici, nous avons créé une fonction, une variable de type rotator qui s'appelle throw rotation rate, qui a été initialisée à moins 1440 sur l'axe Y. Je vais dupliquer ça et je vais appeler ça callback rotation rate. Je compile, et au lieu de mettre ça à moins 1440, je vais mettre ça à 1440. Donc là, une fois que la hache a été arrêtée dans sa course, je vais faire appel au rotating movement, et je vais faire un set rotation rate. Je vais venir brancher mon callback rotation rate ici, et ensuite, je vais venir activer le rotating movement. Activate. Alors, tout comme le projectile movement, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que je réactive le rotating movement, vu que de toute façon, si elle est dans les airs, elle est déjà en train de tourner. En fait, c'est justement dans l'autre cas, celui où, admettons que j'ai lancé la hache et qu'elle s'est plantée dans le mur, à ce moment-là, aussi bien le projectile movement que le rotating movement ne sont plus activés. Donc, on les réactive une nouvelle fois. Donc là, je viens de cliquer et la hache se remet à tourner sur elle-même. Donc là, si je lance ça dans le vide et que je clique tout de suite après, donc là, vous voyez que la hache tourne dans l'autre sens, comme si elle est en train de revenir dans les mains du joueur. Donc maintenant que cette partie-là a été faite, nous pouvons nous attaquer sur la trajectoire, à la trajectoire de retour de notre hache. Donc là, comme je vous ai expliqué plus tôt, nous allons prendre une timeline. Donc add timeline, je vais appeler ça callback timeline. Donc la timeline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élément qui permet de créer des courbes et de faire sortir des valeurs de ces courbes. Donc là, j'ai créé un nouveau float. Je vais appeler ça factor. Je vais donner une durée de 1 seconde 5 ici. Je vais faire un clic droit, add key to curve float. Je vais mettre le time à 0 et le value à 0. Et une deuxième clé que je vais mettre à 1 et 1. Ici, ces deux boutons servent à mettre la courbe à l'échelle. Et donc là, ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une timeline qui, lorsqu'elle va être lancée, elle va durer 1 seconde 5. Et pendant ces 1 seconde 5, on a une valeur factor de type float qui va évoluer de 0 à 1, et ce, de manière linéaire. Donc vous pouvez changer la vitesse de cet élément-là en ajoutant par exemple une clé ici. On peut dire qu'au début, ça va lentement, ensuite on a une accélération. À vous de voir ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais laisser une trajectoire linéaire, je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je retourne dans l'event graph,
Admettons que je fais ça, play from start ici, et que je fais un print string dans l'update. Je vais brancher le factor là. Et donc là, si je compile et que je lance l'exécution, vous allez voir que lorsque je vais lancer la hache et que je vais cliquer une nouvelle fois, on a donc la valeur ici à gauche qui va de 0 à 1. Donc, et qu'est-ce qu'on va en faire en fait avec cette valeur-là? Nous allons faire appel à ce qu'on appelle un lerp. Alors, un lerp pour un vector. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire un vector? C'est tout simplement parce que nous allons mettre à jour cette actor location. Nous allons mettre à jour la position de la hache lorsque nous allons lancer la timeline. Donc, je branche ça ici. J'active le sweep pour qu'il y ait les collisions qui soient prises en compte. Le factor, je le branche ici. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais lancer la timeline, on aura un facteur qui va aller de 0 à 1, qui va être branché ici. À 0, on aura une position initiale. Et à 1, on aura une position finale. Donc ici, la position initiale, c'est la position de la hache avant qu'elle soit appelée. Et la position finale, c'est la position de la main du joueur. Donc, nous allons commencer par la main du joueur. Donc ici, on a récupéré une référence vers le player. Je vais tirer, je vais faire un reroute node. Voilà. Ici. Ensuite, je tire ça un peu plus loin ici. Voilà. Je fais un autre reroute node. Et donc là, comment est-ce que nous allons récupérer la main du joueur? Nous allons utiliser le fameux socket que nous avons créé dans un des épisodes précédents. Donc ici, si je vais dans le mannequin, character, mesh et le skeleton. Donc le socket ici de la main est représenté par le weapon socket. Donc ça, je vais récupérer ce nom-là. Voilà, et je vais revenir dans la hache. Donc ici, on va récupérer le mesh du joueur, get mesh, et sur ce mesh, nous allons prendre la position du socket weapon socket. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons faire appel au nœud get socket location. C'est aussi simple que ça. Ici, il faut juste donner le nom du socket, donc c'est weapon socket. Je vais brancher ça dans la position finale, et là, nous allons brancher la position de la hache avant le retour. Donc, ici, je vais faire un petit peu de place. Je vais prendre la position de la hache, get actor location, et je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler callback initial lock pour location. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je ne branche pas cette partie-là directement ici? On peut essayer, on peut essayer pour voir ce qui va se passer. Donc là, je vais d'abord brancher le callback initial lock ici, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, je lance la hache, elle est coincée, je fais un retour, et elle revient dans la main du joueur. Donc ce qui est bien avec ma timeline, c'est que comme on récupère la position du socket à chaque update, donc si le joueur bouge, la hache va revenir tranquillement dans les mains du joueur, elle va vraiment suivre le joueur jusque dans ses mains. Donc là, elle s'est arrêtée tout simplement parce que la timeline a fini de jouer. Là, ce qui va se passer, c'est que si je branche la position de la hache, vous allez voir qu'il y aura un petit souci. Donc là, je la branche ici, je fais appel, et là, elle revient beaucoup plus rapidement que prévu. Elle a même pas pris, quasiment une demi-seconde, alors que je lui demandais de prendre 1 seconde 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le souci, c'est que si on branche ça directement là, on va prendre la position de la hache à chaque update. Et ça aura pour effet, en fait, d'accélérer le retour de la hache, tout simplement. Alors que là, on a la position de départ qui ne bouge pas, et il y a juste la position du mesh qui change, la position du socket. Donc là, je compile, je sauvegarde, et je peux lancer l'exécution. Donc, on l'a déjà vu. La hache revient très bien dans la main du joueur. Maintenant que la hache revient correctement dans la main du joueur, vous pouvez voir que malgré le fait qu'elle arrive au bon endroit, elle n'est pas accrochée à la main du joueur, et en plus de ça, elle pivote. Donc, nous allons corriger ça tout de suite. Nous allons retourner dans cette fonction-là. Et à quel moment est-ce que je vais demander à la hache d'arrêter de pivoter? C'est en fait lorsque la timeline est terminée. Donc, finished. Donc, lorsque la timeline est terminée, on sait que la hache a atteint la dernière position du socket. Donc là, je vais faire un petit peu de place.
ici, voilà. Et dans le finished, une fois que c'est terminé, je vais prendre le rotating movement et je vais faire un deactivate. Donc là, je branche ça ici, je lance l'exécution, et donc là, si je lance la hache et que je fais appel, une fois qu'elle revient ici, elle ne bouge plus. Donc lorsqu'elle est arrivée sur place, elle ne bouge plus. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la réaccrocher à la main du joueur. Donc pour rappel, dans le BP Player, lorsque nous lançons la hache, nous faisons un detach from component qui va détacher la hache et ensuite on lui donne les propriétés d'un projectile pour qu'elle puisse partir dans la bonne direction. Donc cette fois-ci, nous allons créer dans le player une autre fonction qui va s'appeler grabAxe. Alors grabAxe, on va y faire appel au moment où la timeline a fini de jouer. Donc ici, je vais prendre sur route node et là, je vais faire appel à ma fonction grabAxe. Voilà, donc lorsqu'elle arrive à destination, on demande au joueur, écoute, la hache est arrivée au bon endroit, il ne te reste plus qu'à la prendre dans tes mains. Et comment est-ce que nous allons coder cette partie-là? Dans le grabAxe, nous allons prendre le child actor component axe et on va faire un attach to component. Donc là, par défaut, il a mis ça dans parent, mais c'est faux. Le axe ici, il faut le mettre le target parce que c'est le axe qu'on va brancher directement ici. Donc pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? C'est tout simplement parce que j'ai pris la version avec l'actor. Attach to component, voilà, axe. Donc la version juste avant ne fonctionnait pas parce qu'en fait on demandait d'attacher un acteur, alors que nous ce qu'on veut c'est attacher un component. Donc je branche ça ici. Et le parent, ça va être quoi? Ça va être le mesh. On va attacher cette hache à un socket précis qui est le weapon socket. Et là, le location rule, rotation rule et scale rule, nous allons mettre tout ça à snap to target. Alors snap to target, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle va être attachée littéralement à la main du joueur. Une fois que c'est fait, nous allons prendre le axe ici. On va faire un child actor, get child actor, et là, on va faire un set actor relative transform. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement par précaution. On ne sait jamais, des fois, le snap to target a l'air de ne pas toujours fonctionner. Donc là, par précaution, ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un split struct spin, et je vais mettre un téléport pour ne pas prendre en compte les collisions. Donc le relative transform, location, rotation et scale, nous allons laisser tout ça tel quel pour que la hache reprenne la position initiale. Donc elle reprend une position initiale de 0, 0, 0, une rotation initiale de 0, 0, 0 et un scale de 1, 1, 1. Le téléport et le sweep permet soit de prendre en compte les collisions, soit de ne pas les prendre en compte. Ça va un peu plus loin que ça, mais bon, moi en général je les utilise dans ce cas-là. Et enfin, une fois que la hache a été attrapée, qu'est-ce qu'on fait? On change l'état du joueur. Donc je prends un state et je le mets à l'état idle. Donc je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Et on peut voir que là, lorsque la hache revient, tac, elle est collée correctement dans les mains du joueur. Et on peut même la relancer. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la partie fun de ce tuto qui concerne le calcul de la trajectoire de la hache lorsqu'elle revient dans les mains du joueur. Donc, dans God of War, si vous observez bien la hache lors de son retour à l'envoyeur, cette dernière ne suit pas une trajectoire rectiligne, mais semble au contraire suivre une trajectoire en forme de parabole, comme on peut le voir ici, avant d'atterrir dans la main du joueur. Et dans ce tuto, pour reproduire ce type de trajectoire, nous allons utiliser ce qu'on appelle une courbe de Bézier quadratique ou courbe de Bézier de degré 2. Alors, pour faire simple, une courbe de Bézier de degré 2 est une courbe définie par un point de départ P0, comme on peut le voir ici, un point d'arrivée P2 et un point d'arrivée P1 dit de contrôle, dont on définit les coordonnées et qui tire la courbe vers lui. C'est ce fameux point de contrôle P1 que vous pouvez voir ici et qui va donner cette forme de parabole à notre trajectoire. Et pour t allant de 0 à 1, ici, nous aurons alors un point qui va parcourir cette courbe, comme on peut le voir sur cette image. Donc ici, c'est bien la trajectoire que nous allons reproduire avec notre hache. Donc, dans le cas de notre jeu, le point P0
représente la hache, le point P2 représente le joueur, et la position P1 sera calculée de manière à donner le résultat voulu. Donc là, l'équation qui nous intéresse, c'est celle-ci, et qui va calculer la position du point en fonction de t qui varie de 0 à 1. Donc nous allons implémenter ça dans notre code. Je vais sélectionner l'équation, CTRL-C, et je retourne dans mon projet. Donc ici, on n'a pas grand-chose à modifier, si ce n'est qu'ajouter notre fonction quadratique qui va venir remplacer la position finale de la hache. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais appeler ça compute quadratique. Ensuite, ici, je vais dire que c'est une fonction de type pur pour qu'elle ressemble à ça ici, pour qu'on puisse l'appeler comme ça. Et je vais ajouter des inputs. Donc, dans le cas de notre fonction, je fais un commentaire et je vais coller l'équation ici. Donc, on a besoin d'un P0, donc une position 0, un P1, un P2, et ensuite, il nous faut un T qui va être un float. Donc là, je renomme ça en P0, P1, P2 et T. Donc, ça va être assez facile. En fait, tout ce qu'il va falloir, c'est transformer ça en E. Donc, on a 1 moins T. Donc ici, je vais faire un moins de float. Voilà. On a donc 1 moins T qu'on va mettre au carré. Donc ici, c'était un carré. Et ici aussi. Donc on va faire 1 moins T au carré. Donc power que je mets à 2. 2. Voilà. Ensuite, 1 moins T au carré multiplié par P0. Voilà. Que j'additionne, donc vecteur plus vecteur, à 2 fois 1 moins T. Donc ici, on a 1 moins T, qu'on va multiplier par 2. Donc 2 fois 1 moins T, multiplié je peux même supprimer ça. Donc 2 fois 1 moins T, multiplié par T. Donc là, ici, je mets ça à 2. Voilà, 2 fois 1 moins T multiplié par T, que on va multiplier par P1. Donc on additionne ça ici. Et un dernier point, ça va être T au carré, donc power, que je mets à 2. À 2, multiplié par P2. J'additionne ça ici. Et là, à la fin, on fait un return node. On branche ça là. Et ça ici. Donc là, on a reproduit l'équation de la courbe de Bézier quadratique. Je vais changer le commentaire, histoire d'avoir quelque chose de potable. Donc je mets ça là. Et je fais calcul la trajectoire à l'aide d'une courbe de Bézier quadratique. Donc là, je compile et il ne me reste plus qu'à faire appel à cette fonction ici. Donc, notre fonction de calcul de trajectoire va venir remplacer le lerp. Ici, le lerp, c'était pour une trajectoire linéaire, mais cette fois-ci, nous allons faire appel à notre compute quadratique qu'on va brancher ici. Donc, le t qui va de 0 à 1, c'est en fait le factor. Donc là, si vous vous rappelez bien, dans l'article en question ici, nous avons le P0 qui représente la position de la hache, le P2 qui représente la position du joueur, et le P1 qui représente le point intermédiaire. Donc, P0, on a la position initiale de la hache,
P2, c'est la position du joueur, et le P1, nous allons le créer tout de suite. Alors, pour faire un calcul du point intermédiaire, nous allons le faire assez facilement ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le player, je vais prendre son getActorLocation pour prendre sa position, et en fait, en fonction de la position du player, je vais calculer une position intermédiaire qui va se situer devant à droite. Et donc, pour calculer cette position intermédiaire, j'aurai besoin du forward vector, getActor forward vector, et le vecteur qui pointe à droite, donc le getActor right vector. Voilà, donc ça, j'aligne ici, et j'additionne la position du joueur au vecteur forward que je vais multiplier par un facteur, et le vecteur right que je vais multiplier aussi par un facteur. Donc je branche ça ici, et je vais faire un promote to variable, et je vais appeler ça callback intermediate lock, pour position intermédiaire. Voilà, je branche ça ici, et ça ici. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? On a la position du joueur, et on va prendre un point intermédiaire qui va être à, admettons pour le forward vector, on va mettre ça à 500, et le right vector, on va le mettre aussi à 500. Donc ici, en fait, nous avons calculé un point intermédiaire qui prend la position du joueur, et qui va à une position de 500 unités en avant par rapport au joueur, et 500 unités à droite par rapport au joueur. Donc ce intermediate lock, on va venir le brancher ici, et il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer le jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je lance la hache et que je fais appel à cette dernière, elle revient dans les mains du joueur, mais il y a une sorte de petit décalage, et je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai fait une erreur dans la timeline. Donc je retourne ici dans la timeline, j'ai mis une clé à 0 et une clé à 1 lorsqu'elle est à 1 seconde, alors que ma timeline dure 1 seconde 5. Donc en fait, la hache revient dans les mains au bout d'une seconde, et ensuite, la timeline ne se termine que une demi-seconde ensuite, et c'est seulement à ce moment-là que la hache rentre dans la main du joueur. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage avant que le joueur attrape la hache. Donc pour corriger ça, c'est simple, je sélectionne ma clé, et je vais la mettre au time 1,5. Donc là, je compile, je sauvegarde, et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que la mécanique du retour est terminée. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris quelque chose de nouveau. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu sur la vidéo, car ça aide grandement la chaîne en augmentant sa visibilité sur YouTube. Aussi, pour des questions ou des remarques, je serai extrêmement ravi d'y répondre dans la zone de commentaires ci-dessous, donc n'hésitez pas. Et en attendant le prochain épisode dans lequel nous allons pimenter un peu tout ça en ajoutant des jeux de caméra, si vous voulez apprendre d'autres trucs sympas sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 vidéos de ma chaîne qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao!